Le ton est donné, et pour vous échauffer sur cette session, qui de mieux que Emmanuel Vivier pour qu'il y ait les bonnes pratiques n'ont plus de secret, justement, et avec cet angle de l'omnicanalité en tant que cible. Emmanuel Vivier, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, deuxième des 4 sessions où je refais un petit peu le tour des bonnes pratiques de base. Et pas de la big data, pas de l'IA, mais de la small data. C'est effectivement se reposer les bonnes questions, soit pour ceux qui arrivent dans le domaine, soit pour ceux qui ont oublié des fois un petit peu les basiques. Alors évidemment, quand on parle de data, souvent on parle de data marketing. Et le marketing, l'idée c'est au minimum d'essayer d'attirer ses clients. Alors idéalement, une cible précise. Et on voit que c'est loin d'être simple parce qu'aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, on a, en tant que consommateur, de moins en moins de temps, de moins en moins d'attention, de moins en moins de confiance. Il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus de choix. Finalement, c'est de plus en plus dur d'émerger. La concurrence en face de nous, ce n'est pas juste les marques, c'est tout le contenu qu'on peut consommer tous les jours. Vous connaissez toutes ces stats de Microsoft qui nous disaient que, effectivement, notre temps d'attention aujourd'hui, c'est le thumb stopping, le stopper de pouce quand on défile les newsfeeds sur Internet. Que celui d'un poisson rouge, c'est 9 secondes, et nous, on n'a plus que 8 secondes d'attention en moyenne. Donc avec ça, ça ne simplifie pas les choses. Et je discutais l'autre jour avec un studio créa, Ballistic Art, que j'aime beaucoup, qui bosse beaucoup avec le luxe, et il nous disait, j'aurais repompé ce slide, que avant, on faisait un film, un grand film, un film télé, et puis c'était 3 minutes, et puis après, on faisait une campagne de marque, c'était un spot de 60 secondes, et puis finalement, en ligne, on fait une vidéo capsule, on fait des stories, et bientôt, on arrive au GIF. Donc pas évident d'attirer l'attention, de bloquer l'attention dans tout finalement ce déferlement d'offres, de choix, d'images, de divertissements qu'on nous propose. Quand vous voyez que Netflix a à peu près, je crois, 17 milliards d'investis en production de contenu pour à peu près 17 € d'abonnement. Vous avez 1 milliard de valeur de divertissement pour $1 ou 1 euro de dépenser. Ça montre que ce n'est pas évident et que du coup, il faut forcément repenser sa façon de faire du marketing. On ne peut plus se contenter de faire 1 ou 2 ou 3 campagnes par an en passant 6 mois avec son agence, en réfléchissant. En fait, il faut créer une usine à contenu avec des temps forts, des grands moments, des grandes activations. Il va falloir piloter son own earned paid media, il va falloir faire ça en multiplateforme, en multiformat, en temps réel dans certains cas. En plus, quand on va publier, quand on va pousser une campagne, maintenant les gens vont nous répondre, nous critiquer, nous poser des questions. Donc c'est interactif et donc du coup, il faut vraiment repenser sa façon de créer ce contenu. Et puis le contenu, des fois, c'est assez basique. Ça passe de juste son site web, son application, son site e-commerce. Ça paraît évident. Et encore combien de sites aujourd'hui avec des interfaces dégueulasses, vous allez le dire, qui ne fonctionnent pas bien d'un téléphone à l'autre. Combien de fois, finalement, vous avez une base de données produit avec des visuels moches, ou 1 ou 2 visuels, on a du mal à voir la matière, la taille, on n'est pas vraiment sûr. Qui a déjà commandé sur Wish, entre la photo et le résultat, ou AliExpress, vous voyez que des fois, une photo n'est qu'une photo, c'est pas forcément la réalité. Et donc là, on voit qu'il y a tous ces enjeux de pied et de dame. Sa base de fiches produits, on va dire, ces informations, avec des informations obligatoires, des informations descriptives, et puis sa base de visuels produits, et de plus en plus, on veut des visuels, mais on veut aussi des vidéos, on veut pourquoi pas des tutos, puis pourquoi pas des avis clients. Donc on peut faire bien mieux qu'une simple page e-commerce un peu basique et un peu ennuyeuse. Et puis finalement, si on veut que chacun y trouve son compte, tout l'enjeu, c'est d'utiliser cette data, souvent avec de l'IA, pour demain pouvoir créer un site, une app personnalisée pour chaque personne, comme on a sur Netflix ou Spotify avec sa playlist de la semaine. Demain, c'est de se dire, oui, je vais sur un site e-commerce, je n'aurai pas la même page d'accueil que ma mère, mon frère, mes parents, alors qu'aujourd'hui, c'est encore malheureusement souvent le cas. Donc c'est vrai que des fois, on nous parle de l'IA ou du futur data, on se dit, il n'y a pas les basiques déjà de personnaliser un site face aux gens. Ou personnaliser les messages publicitaires. Et donc, évidemment, là, on peut les personnaliser en fonction d'une cible, on peut personnaliser les campagnes d'achat média, on peut personnaliser son site, on l'a dit, ou optimiser ses actions CRM. Tout ça, c'est des basiques. Et pourtant, combien de marques n'ont pas les outils, ou n'ont pas le temps, ou n'ont pas les compétences, ou n'ont pas les ressources humaines pour pouvoir faire ça correctement. Et c'est vrai que, on se dit déjà, là, il y a peut-être plus de marge à aller chercher que dans le métaverse tout de suite. Il y a plein de petites choses à aller chercher. Alors tout ça, c'était super, mais c'était avant l'omnicanal. Parce que déjà que c'était compliqué, mais maintenant qu'on va s'informer sur Internet, acheter en point de vente, en drive, faire du click and collect, ou de la livraison, ou du quick commerce,
on voit bien que voilà, on faisait tous nos petits funnels, nos petits parcours clients, ça avait l'air tout ça très très mignon et très très théorique. Dans la réalité, c'est bien plus compliqué, et encore, je pense que c'est encore plus compliqué que ça. Et donc là, on voit bien à quel point, sans données, ça va être encore plus compliqué de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne, comment et où toucher les gens, où est-ce que ça bloque dans ce parcours client. Et on se rend compte qu'une entreprise sur 5 désespère de voir un jour le parcours client omnicanal devenir une réalité. Au mieux, on fait du multi-canal, on est un peu présent on et off, et on voit que souvent, les bases clients ne sont pas communes, les équipes marketing ne sont pas communes, donc il y a un vrai boulot de récupération du legacy, de mettre en place des process, des outils, des équipes, et c'est pas facile de le faire. Pourtant, aujourd'hui, quand on cherche sur Internet et qu'on vient acheter offline, il y a tout un parcours client qui n'est pas forcément lisible dans le point de vente, pourtant qui vient peut-être de ce que j'ai vu ou ce que j'ai recherché sur Internet. Quand on fait un rendez-vous en boutique, surtout quand on le pré-réserve, il y a tout un tas de données que je peux récupérer à ce moment-là. Dans la navigation web, que ce soit le comportemental ou le transactionnel, il y a tout un tas de données. Après, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs, les mêmes briques, les mêmes métiers, et c'est là où c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, souvent derrière la data, on parle de digital, et digital, vous le mettez où dans l'organisation aujourd'hui? Avant, c'était un département à part, bien avant, c'était à l'IT. Aujourd'hui, on l'a mis un peu à la data, un peu au web, un peu au e-commerce, un peu au CRM, un peu à l'expérience client. Enfin bref, tout le monde en a, on ne sait jamais où ça finit, où ça démarre. Lui, le client, il s'en fiche. Pour lui, il y a une marque, il y a un produit, il ne se pose même pas la question des BU, de l'orga, de savoir qu'est-ce qui tient du point de vente ou du digital. Et donc cette donnée, déjà, il faut la collecter. On peut la collecter même en magasin, avec pourquoi pas des outils qui vont de manière anonymisée regarder les zones chaudes, les zones froides, qu'est-ce que les gens ont regardé de manière de plus en plus précise. On a toutes les données transactionnelles, les sorties de caisse, les achats en ligne, etc. Finalement, des données qu'on avait depuis longtemps, mais que les retailers n'avaient pas toujours exploité plus que ça. On a des choses de plus en plus poussées, avec pourquoi pas de l'IA derrière qui vont nous donner, reconnaître le sexe des gens, l'âge des gens, leur humeur, alors plus ou moins possible avec le RGPD selon les pays ou selon ce qu'on fait ou la finalité derrière, mais ce n'est pas la donnée qui manque. Et puis, on a cette prise de rendez-vous en magasin où finalement, on pourrait vraiment utiliser ce moment de réservation pour récupérer pas trop, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir mieux qualifier. Pourquoi pas faire du clienteling derrière en point de vente avec les bons terminaux pour les vendeurs, leur donnant les bonnes informations au bon moment. Parce que, effectivement, on va mieux transformer quand on reconnaît, quand on anticipe les gens quand ils viennent. Et puis, il y a plein d'autres choses. On peut faire un programme de feed, on peut faire un jeu en point de vente, on peut faire du contenu téléchargeable. Bon, des cookies, en ce moment, ça devient de plus en plus compliqué. Des événements physiques, finalement, il y a plein de moyens de loguer ces interactions. Encore une fois, c'était dit ce matin, c'est bien beau d'empiler ces données, faut-il qu'elles soient encore exactes et qu'on en fasse quelque chose derrière. Donc après, il faut quand même se poser la question de la finalité en première. On peut travailler ces techniques d'enquête aussi sur la satisfaction client en point de vente ou sur son site internet avec des chatbots, avec des quiz. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Comment on peut le faire peut-être un peu différemment pour que ce soit plus rapide et plus représentatif. Comment on n'oublie pas nos amis du RGPD, de la CNIL, du California Act aux États-Unis ou maintenant l'équivalent en Chine. Ce consentement, il n'est pas évident. Et puis des fois, jusqu'où on veut personnaliser les choses. Si je suis une marque mass market, finalement, est-ce qu'à la fin, faire du one-to-one, c'est vraiment rentable si je veux vendre de la pâte à tartiner, par exemple? Peut-être à un moment, du one-to-few, c'est déjà pas mal, voire du one-to-many, ça ira plutôt pas mal. Ou c'était le cas de Miliboo, qui a voulu aller un petit peu trop loin et qui était capable de générer finalement dans leur application des pop-up quand on se baladait dans certains endroits du point de vente. Et à un moment, c'est devenu trop intrusif. Donc c'est pas évident de trouver je vous comprends, je personnalise, je cible, j'améliore la relation. Et en même temps, des fois, je vais trop loin, ça devient un tout petit peu envahissant et pénible. Un autre moyen d'écouter les clients, finalement, c'est le social listening qu'on connaît tous depuis des années. Alors d'abord, on parlait de buzz monitoring, on avait peur des communications de crise, on voulait, entre guillemets, travailler ou protéger sa réputation. On voit bien que ça existe toujours, et puis qu'à côté, de plus en plus, on l'utilise pour des insights, comprendre sa cible, ses usages, ses envies, ses terminologies, les mots-clés que les gens utilisent. Alors, on peut citer VisiBrain, NetBase, DigiBrain, Brandwatch, pour rajouter Synthesio ou
ou Talkwalker par exemple, ou Sprinkler, il y en a plein, puis il y a quelques outils gratuits avec Google. On pourrait citer Euritech aussi, qui scanne tous les visuels des marques de mode et de luxe sur les réseaux sociaux et qui est capable de vous donner un cahier de tendance en temps réel. Est-ce que les gens en ce moment ils portent plutôt telle ou telle marque? Est-ce qu'ils portent plutôt des vêtements à carreaux ou à petits pois? Et c'est plutôt le marron en ce moment et ça monte plus. Et d'ailleurs quand ils portent telle marque, ils portent telle autre marque. On peut avoir tout un tas de données ultra intéressantes pour anticiper à l'avance ces volumes de vente, ces volumes de production, sachant que dans le luxe, désormais, on n'a plus le droit de détruire ses stocks. Donc vous voyez à quel point, des fois, ça peut vraiment revenir sur du business. Le social listening, c'est mieux comprendre ses clients, identifier les enjeux. C'était Carrefour qui nous en parlait avec VisiBrain pour nous montrer comment, sur l'idée de réduire le plastique, ils sont allés carrément poser des questions, écouter ce que les gens disent en ligne. Et finalement, à force de s'être fait challenger, ils se sont rendus compte que sur un certain nombre de packaging, c'était possible de les changer pour les remplacer par du carton. Bon, maintenant, vu le prix du papier en ce moment, je ne sais pas si c'était une bonne idée économique, mais en tout cas, c'était une meilleure idée pour la nature. C'est Google Analytics qu'on a tous utilisé pendant très longtemps, qui s'est fait un tout petit peu challenger par la CNIL récemment. Donc, vous voyez, en plus, ce qu'on fait à un moment fonctionne, n'est peut-être plus valable après. Donc, il faut constamment se remettre en question. Les technologies évoluent. Et puis, il y a un autre sujet qui est effectivement celui du retail média. Donc, cette possibilité d'acheter de l'espace sur les sites, entre autres de Drive ou dans les points de vente des retailers. Et là, on voit qu'il y a une explosion de ce marché-là, tout simplement parce que pour les marques, c'est dire je vais faire de la publicité au moment où les gens sont en train de passer à l'acte d'achat. Donc tant mieux. Pour les retailers, ça allait récupérer de la marge supplémentaire. De mémoire, chez Amazon l'an passé, le retail média, ça devait être 21 milliards, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est sur 30 de prévus pour 2002, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin parce qu'on doit trouver des nouveaux moyens, surtout en ce moment, avec l'inflation, d'aller attraper l'intérêt, d'aller convertir les gens avec souvent un combo entre de la visibilité, de la publicité et de la promotion pour essayer en multicanal. Idéalement, on le voit même aux États-Unis où ils vont carrément faire de la pub sur le site du Drive et dans des écrans télé ou du digital signage directement dans les points de vente. Pour le client, en théorie, si c'est bien fait, c'est nous mettre en avant une offre promotionnelle, c'est nous proposer quelque chose de complémentaire qui correspond a priori soit à notre recherche, soit à notre profil. Donc ça, c'est plutôt bien. Et effectivement, pour les marques, c'est potentiellement de la publicité un peu plus à la perf qui risque de convertir un peu plus en étant proche de l'acte d'achat. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est l'extension d'audience. Donc, au-delà d'acheter de la pub sur le site du Drive, on peut demain faire un deal avec Carrefour, Monoprix ou autre, et demain dire je veux les gens qui ont acheté des couches sur le site de Carrefour, je veux aller les cibler chez TF1 ou chez Facebook. Donc, on peut faire ce type de ciblage désormais en connectant, en mixant les choses. Donc là, c'est intéressant de réfléchir demain à toutes ces nouvelles opportunités de ciblage. Bref, j'ai envie de vous dire... Beaucoup de nouveautés, on l'a vu ce matin, jusqu'à effectivement, je vous invite à tester ces solutions de métaverse qu'on a ramenées ici au Web Day. Et en même temps, ne perdez pas les basiques, ce n'est pas toujours les combats les plus fun qui sont les plus rentables. Souvent, c'est beaucoup de petites victoires, beaucoup de petits tests qui vont faire que demain, on gagne un demi-point de rentabilité, de conversion, d'économie, de ciblage. C'est finalement beaucoup de petits quick wins qui font qu'à la fin, on gagne les grandes victoires. Je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel.